Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour ce 6e meet-up sur le Design Ops qui a pour thème ce soir la User Research en B2B. Donc c'est un record de présence, donc merci beaucoup. Merci à Vanessa Brulé d'Air Liquide, à Peyouren de Manutan et à Tiffaine Gamba de Mano de participer à ce meet-up. Et merci évidemment à Marjorie et Sébastien pour l'organisation et la préparation de cette série de meet-up. Je vais pas parler très longtemps, juste 2 informations pour commencer. La parution aujourd'hui d'un article de blog sur le content design à la suite de notre dernier meet-up sur le sujet, donc écrit par Sébastien. Et deuxième info, donc c'est que tous ces meet-ups sont filmés et montés et donc sont présents sur YouTube et vous trouvez le lien sur la page meet-up de Frogos. Voilà. Bienvenue à tous et bon meet-up. Merci. Bon, c'est bon, on a des mics. Bonsoir à toutes et tous. On est super content avec Marjorie de pouvoir vous accueillir autant. C'est la première fois. Ouais. Merci à nos speakers, je sais pas comment on dit, pour d'avoir fait déplacer les foules. Je crois que même un jour de pluie. Et je crois qu'on a refusé des gens sur Meetup et ça, c'est de la classe. Voilà, donc en fait, je fais l'introduction et c'est surtout Marjorie et Monique qui ont préparé ce Meetup. Du coup, elles ont travaillé sur les moments clés de la user research en B2B. Je pense qu'on connaît beaucoup le B2C, le B2B on connaît moins. C'est pas que c'est moins sexy, mais c'est quand même moins glamour. Et en fait, il y a énormément de choses à raconter et à dire. Et je connais pas le contenu du meet-up, mais j'ai déjà vu un peu les questions, etc. Ça va être extrêmement intéressant. Et donc, avant toute chose, on va laisser les intervenants de se présenter. Vanessa, en quelques mots. En quelques mots, moi et Air Liquide, on va dire. Donc, je suis user researcher chez Air Liquide depuis maintenant bientôt 4 ans. Donc, Air Liquide, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un grand groupe industriel qui produit et vend des gaz pour l'industrie et la santé. On a à peu près 4 millions de clients et de patients. On est à peu près 70 000 collaborateurs. Et on est présent dans plus de 70 pays. Donc, on est comme un gros groupe. Et dans tout ce système-là, on a une place, nous, la User Research. On fait partie de l'entité Digital & IT. Et moi, je suis au sein de la Digital Factory. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment on fonctionne après. Mais on va dire que notre rôle, globalement, donc on a une partie data et une partie design produit. Notre rôle, c'est d'accélérer la transformation digitale du groupe en mettant au cœur du process les utilisateurs, que ce soit les employés Air Liquide, les patients et les clients. Voilà. Merci. Et vous en saurez plus dans quelques minutes. Peyou. Bonsoir, donc je m'appelle Peyou, je suis UX researcher et psychologue chez Manutan depuis 1 an. Manutan, quelques mots sur Manutan, on est une entreprise à taille intermédiaire française qui opère dans 17 pays avec nos 27 filières, 17 pays européennes, juste une petite précision. Alors donc nous, on est un distributeur des équipements et des fournitures pour les entreprises, les collectivités locales et les artisans. Alors, on opère via différents canaux, email, téléphone, on s'appuie aussi sur une équipe TCS, mais aujourd'hui, les canaux digitaux, donc c'est-à-dire les sites web et notre solution eProc représente plus de 66% de notre volume de vente. Voilà, donc je vais aussi en parler plus précisément de notre petite équipe de UX Researcher et notre fonctionnement juste après. Merci. Et Tiffaine. Bonsoir, donc Tiffaine Gamba, donc je suis lead UX Researcher chez Mano. Donc Mano, ça a été créé il y a une dizaine d'années, leader européen de vente en ligne de produits de bricolage, jardinage et tous les produits liés à l'aménagement de la maison, présent dans 6 pays.
donc la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Donc équipe user research au sein de l'équipe design chez ManoMano. Et puis pareil, je vous en parlerai un petit peu plus très vite. Merci beaucoup. Et donc, Marjorie, je vais te poser la première question. Pourquoi ce sujet de design dans Design Hubs sur la research B2B? Pour plusieurs raisons. Pour certains d'entre vous qui sont déjà venus, on n'avait pas encore fait de meet-up sur la user research, qui est un des piliers importants du design. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a quand même eu une vraie démocratisation de la research. C'est de plus en plus, on va dire, connu, entendu, compris et apprécié à sa juste valeur. Par rapport aux derniers chiffres, en tout cas, qui ont été mis en avant sur un des rapports de user interview, on voit quand même que 94% maintenant des entreprises, elles ont des UX researchers, ce qui est pas rien. Qu'on a quand même un quart des researchers qui ont maintenant plus de 10 ans d'expérience, et ça reste quand même un secteur en croissance. Donc il y a pas mal de croissance encore sur la research, mais on commence à s'établir. 57% des researchers, ils travaillent dans un département dédié, mais on les détache aussi pour certains projets, et ils peuvent être aussi détachés dans d'autres équipes. Et 20% aujourd'hui des entreprises, en tout cas qui ont été sondées, ont un rôle dédié au sein de l'entreprise aux Research Ops. Ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a encore 3-4 ans. Donc c'est une superbe évolution. Peut-être que chez vous, vous avez des Research Ops. L'autre raison, c'est qu'aujourd'hui, le Research Ops, c'est tout comme le Design Ops, tout comme le DevOps, ça commence vraiment à prendre forme. Nielsen Norman, ils en parlent pas mal. Je vous encourage à aller voir les articles. En tout cas, maintenant, il y a des vrais standards qui sont en train de se mettre en place. En fait, l'idée du Research Hub, c'est vraiment d'organiser des opérations research. Et dans la research, je pense que vous en parlerez mieux que nous, mais il y a beaucoup d'opérations de recrutement, pour les user tests, de tâches très opérationnelles, et sur lesquelles vous n'avez pas une grande valeur ajoutée. Parce que votre valeur ajoutée, c'est l'analyse, l'expertise. Et du coup, l'idée du Research Hub, comme du Design Hub, c'est de permettre aux designers ou de permettre aux researchers de mieux travailler, de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, Nielsen Norman a schématisé, il schématise bien les éléments, mais sur un process qui va de la gouvernance au knowledge management, aux outils qu'on va utiliser, aux compétences qu'il faut avoir, à comment on diffuse aussi ce savoir autour de la research, parce que c'est extrêmement important de faire de la politique. Je pense qu'on peut être très bon expert et très mauvais communicant, et on sait bien qu'on a besoin des deux aujourd'hui. Et aussi comment on recrute les participants, parce que c'est le nerf de la guerre d'une bonne research aussi, c'est la matière première. Alors je dis pas que les gens sont des objets, mais c'est notre matière, c'est la pâte humaine avec laquelle les researchers travaillent, et donc c'est très important, et on peut que vous encourager à aller regarder sur le site de Nielsen Norman si vous ne le faites pas encore. C'est hyper intéressant, évidemment. La quatrième raison, c'est que le B2B, c'est un contexte spécifique. C'est pas du B2C. On peut s'inspirer du B2C dans le B2B, mais le B2B, c'est le B2B. Déjà, d'une, parce que, sans aucun jugement sur le B2C, mais les produits sont généralement d'une complexité beaucoup plus élevée. On a pris l'illustration d'un Content Square, mais c'est vrai qu'entre un tunnel de conversion pour un site e-commerce simple, monoproduit, et un produit comme Content Square, le travail de research ne va pas être le même. L'importance de research ne sera pas la même, la profondeur de détail. Et aussi, on est sur des cycles d'achat beaucoup plus longs et beaucoup plus complexes, en fait. Acheter chez Manutan, enfin, je connais bien la société, mais acheter des transpalettes à 40 000 €, ça se fait pas sur un coup de tête. Ça demande plusieurs étapes, c'est très long, etc. Donc, on est sur des cycles très longs où le mobile va avoir une importance qui va être totalement différente de celle du B2C. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes rapports et sur les mêmes publics. Donc ça fait vraiment une grosse différence.
Et oui, en parlant du public, ce qui est intéressant aussi, c'est que le B2B, c'est pas juste un type de personne. En fait, chaque produit, ça vise une cible évidemment particulière, et on doit vraiment comprendre tout le contexte autour de l'usage du produit, et ça peut être multi-contexte. Donc, on peut avoir des produits B2B pour des collaborateurs internes, on va détailler juste après, mais ça peut être les clients pro ou les marchands. En tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur ces 3 types de B2B. Donc, quand on parle de collaborateurs internes, en fait, c'est les utilisateurs finaux de produits, donc à usage interne. Donc, ça peut être les interfaces d'administration dans l'entreprise, ça peut être une application de gestion des stocks si on est sur de la logistique, de l'e-commerce. Ça peut être un outil de traitement des commandes, une interface de management des retours clients pour le support client. Ça peut être plein de choses. Ou selon la taille du groupe, on peut être amené en tant que designer ou researcher à aussi travailler sur ce genre de produits. Après, il y a peut-être les B2B les plus connus, entre guillemets, c'est les clients pros d'un site e-commerce, par exemple, qui achètent leurs produits ou leurs services, on ne parle pas que de produits, bien sûr, et destinés à leur usage professionnel. Pour ça, on peut avoir différents types de B2B, différents rôles. Ça peut autant être un artisan qui fait quasiment tout seul, qu'un responsable des achats dans une grande entreprise, qu'une assistante ou un assistant de direction, un ou une gérante. On a vraiment plein de profils qui peuvent se retrouver au final à utiliser un peu le même parcours sur un site. Et leurs besoins et habitudes, évidemment, diffèrent des utilisateurs B2C en tant qu'achat sur un site. Et pour finir, ce dont on parle peut-être un peu moins dans le grand public, c'est les marchands. Parce que sur un site marketplace, par exemple comme ManoMano, les vendeurs ils proposent leurs produits à la vente et ils doivent pouvoir gérer les informations qu'ils mettent à disposition sur les pages produits, par exemple. Ils peuvent voir aussi les statistiques de leur vente ou améliorer en tout cas toute l'activité et le rayonnement sur les sites sur lesquels ils vendent leurs produits. Et ça, c'est encore une autre interface d'administration. Donc, il y a plein de manières d'arriver sur le B2B au final, et on va essayer de parler un peu de tout ça aujourd'hui. C'est un secteur vraiment passionnant. Et enfin, donc l'itinéraire d'une recherche, d'une recherche utilisateur, il y a la phase de lancement de la recherche, le kick-off, le cadrage, extrêmement important. Et puis, il va y avoir cette phase fondamentale du recrutement des participants. Une fois qu'on a l'objet de l'étude, il va falloir bien recruter parce que on sait que ça va donner après des datas qui vont être utilisées. Il y a la conduite des tests, des interviews, toute cette phase-là de collecte de données. Il va falloir les analyser. Et c'est pas la partie la plus simple, je pense. Et puis, il va y avoir la communication des recos. Donc là aussi, l'objet de comment on communique, comment on préconise, comment on priorise. Et une phase qui est trop souvent oubliée, qu'on aimerait vraiment avoir tout le temps, mais on va voir comment ça se passe chez vous. Mais c'est le suivi et l'amélioration continue. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, en tant que designer, qu'on se bat souvent pour avoir l'itération et pour pouvoir continuer à améliorer. Et souvent, non, souvent on a livré le MVP, on passe au produit suivant, et puis c'est pas grave, on verra plus tard. Sauf que dans le B2B, c'est extrêmement important aussi, et donc voilà les 6 raisons qui nous amènent aujourd'hui à nous intéresser au B2B et la research en B2B. Et le premier sujet sur lequel on va parler, c'est le lancement d'une user research en B2B. C'est ça. Et donc évidemment, avant de lancer le sujet, on parlait d'amélioration continue. On peut avoir déjà des hypothèses, on peut avoir plein déjà d'idées. Donc il y a tout un sujet autour de ça. Et peut-être pour introduire, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien savoir un peu comment est organisée votre équipe de design et research aujourd'hui, là où vous travaillez. Je peux commencer, ouais. Donc équipe, petite équipe, UX Research au sein de ManoMano. On est au sein de l'équipe design, et l'équipe, on va dire l'équipe design au total, on est une vingtaine de personnes. J'ai oublié de mentionner, ManoMano, c'est à peu près 900 collaborateurs. On travaille beaucoup avec le produit, les PM, il y a à peu près 50 product managers. Et donc, équipe design, on est au total à peu près une vingtaine. Je vous dis voilà les ordres de grandeur. Au sein de l'équipe design, donc l'équipe user research,
Alors on s'agrandit justement. D'ailleurs, j'ai accueilli un apprenti ce matin, donc donc on est 3 avec l'apprenti, on sera 4 au total. Et donc on a été longtemps. L'équipe s'est redimensionnée, elle a été plus importante de par le passé. Et on était il n'y a pas si longtemps 2 seulement, donc là on passe de 2 à 4. Donc ça c'est plutôt très très bien. Et on s'est adapté du coup aussi à chaque fois au redimensionnement d'équipe. Et notre activité, il y a 2 activités principales. On a l'activité Research Intelligence, où on fait du coaching pour aider les équipes à faire des recherches utilisateurs. Et on a l'activité Research Ops. Donc c'est justement la Research Ops dont vous parliez tout à l'heure. Où là, c'est vraiment le premier objectif, c'est de démocratiser la user research et d'orchestrer toute la partie process, outils, faire monter en compétence les équipes pour qu'elles puissent être le plus autonomes possible pour faire de la user research. Donc voilà, petit aperçu. Alors du coup, côté Air Liquide, on est à peu près, donc on est dans l'équipe design produit, on est une vingtaine de personnes, si je ne compte pas les stagiaires et alternants, on doit être un peu plus, on doit monter à peu près à 25. Et on a 4 expertises, donc la user research, le design, le software engineering et les digital producers. Donc la user research, je ne vais pas vous le décrire, les designers non plus. Par contre, les digital producers, c'est des personnes qui vont gérer les ressources, les plannings, qui vont staffer les projets et qui vont aussi souvent aller prendre les business briefs pour nous, qui font les passerelles avec les business pour nous. Donc 4 expertises, on travaille vraiment en synergie, on est dans le même open space avec beaucoup d'échanges là-dessus. Et alors nous, nos problématiques, juste user research, mais après, comme je disais, on travaille en synergie même avec le design. On va dire que nous tous, on a des problématiques, des sujets qui viennent de toutes les entités, toutes les lignes métiers, de toutes les géographies. Donc on a la chance d'avoir une vision un peu transversale de tout ce qui peut se passer dans le groupe. Et voilà, voilà comment on est organisé pour côté Air Liquide. Et si je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on grossisse, c'est vrai que quand je suis arrivée en 2019, on était 2 user researchers dans l'équipe, et aujourd'hui on est 5. Ah bah faut en profiter pour faire grandir les équipes tant que ça fonctionne. C'est le moment de postuler, Ouais. si vous avez des CV. Merci. Et Payou, du coup, toi, comment s'organiser? Ouais, donc chez Manida, on a une toute petite équipe de researchers. Donc on est à 2, moi et Monique dans l'audience. Donc avec une équipe de product qui est composée de 10 personnes, de lead designer, product owner et product designer. On appartient tous à l'équipe, on va dire l'équipe groupe e-commerce. On travaille de façon, on travaille avec plein d'autres services, mais je vais dire on a 3 axes d'intervention. Il y a notre axe le plus principal, c'est notre site e-commerce. Et on intervient, donc pour nous, nos utilisateurs B2B, ce sont l'ensemble des utilisateurs qui utilisent notre site. Donc ce sont des entreprises et des collectivités qui achètent nos produits et services pour assurer le bon fonctionnement de leur entreprise. Et on travaille aussi sur donc des solutions B2B. Personnalisées, proposées à certains clients. Et enfin, on intervient aussi sur les outils métiers, les applications internes pour des besoins de recherche. Et nos activités se divisent aussi en 2 parties. Donc, il y a cette partie plus opérationnelle, c'est-à-dire on fait des études de recherche, donc de scoping jusqu'à la restitution. On fait aussi de research ops parce qu'il n'y a pas que nous, les researchers, qui fait la recherche, mais on aide et soutient surtout les designers aussi dans leur activité de recherche. Merci, on se rend déjà compte qu'il y a plein de manières d'organiser les équipes, autant qu'il y a d'entreprises au final. On va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. C'était évidemment surtout en B2B, quand il y a un nouveau sujet de research qui doit arriver,
quels sont vos challenges particuliers inhérents et à votre entreprise et au fait que vous ayez des B2B comme utilisateurs finaux? Comment ça se passe? Vanessa, si tu devais nous expliquer un peu comment vous décidez de lancer un sujet. Alors en fait, on va pas vraiment lancer le sujet, il va nous arriver plutôt par d'autres entités dans le groupe avec lesquelles on travaille. Mais une fois qu'il nous est arrivé, nous, notre rôle, ça va vraiment être essayer déjà de bien comprendre le besoin du business, évidemment. Mais comme je disais tout à l'heure, nous, on a la chance de travailler avec toutes les géographies, toutes les lignes de métier, et donc d'avoir une vision transverse là-dessus. Et lorsque une équipe business en particulier dans une géographie donnée va venir avec un problème ou une nouvelle solution digitale, par exemple, ou un nouveau service qu'il veut tester, il va avoir en tête déjà plein d'idées. Mais nous, notre rôle, ça va être de bien définir le périmètre de ce projet, de cette user research. Et par périmètre, j'entends aussi toutes les parties prenantes qui sont impliquées, tous les acteurs. Si par exemple, on parle d'une solution digitale en interne, donc pour les employés Air Liquide, souvent, dans un grand groupe, en fait, le défi qu'on a, c'est que les projets, ce sont des initiatives souvent très silotées. On a un projet, une géographie, un type d'utilisateur. Sauf que nous, avec la vue transverse qu'on a, on comprend bien que peut-être qu'au-delà en fait des utilisateurs et du périmètre qu'ils avaient imaginé, il y a peut-être d'autres écosystèmes de stakeholders qui vont être impactés. Donc nous, avec la vision transverse qu'on a, on va essayer d'aller vraiment comprendre et capter quelles personnes pourront être impactées par la mise en place de tel outil. On va définir ça pendant les ateliers de cadrage. On peut en faire un d'1h30, 2 voire 3 s'il le faut. Mais donc ces ateliers de cadrage sont vraiment très très importants pour désiloter ces initiatives. Comme je disais, surtout dans un grand groupe où c'est fait par projet, par produit. Parfois, on va lancer un nouveau projet par produit, sans finalement trop prendre en compte les usages des utilisateurs. Et donc, on va essayer justement de pousser un petit peu les usages et les besoins des utilisateurs par rapport à ces solutions-là. Donc, ça va des ateliers de cadrage pour bien comprendre le problème, les besoins, les utilisateurs concernés. Est-ce qu'on a bien identifié toutes les personnes qui vont être concernées par cet écosystème d'outils. Donc voilà, pour la mise en place, en gros, j'imagine que ça va être assez classique comme chez vous. J'imagine que vous avez des ateliers de cadrage, à moins que ce soit spécifique à Liquide. J'ai une question. Oui. Je me parais, j'ai le privilège d'animer. Est-ce que tu utilises un Canva pour les cadrages? Est-ce qu'il y a c'est une formalisation ritualisée ou c'est des réunions informelles entre guillemets? Est-ce que vous avez défini un format? Oui, alors on a un format, c'est-à-dire que après on le fait un petit peu évoluer ce format. Au début, quand on a commencé, c'était beaucoup des Google Slides. On a quand même un process qui nous fait arriver petit à petit, on le déroule. Où on est sûr d'avoir couvert toutes les thématiques qu'on a besoin de couvrir. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, déjà de bien identifier le problème qu'on veut résoudre. Souvent, le business, il vient et finalement, il sait même des fois, lui, pas trop quel est le problème qu'il veut résoudre. Donc, on va l'aider à le définir. Ensuite, on a une partie qui va être dédiée un petit peu plus à, justement, s'il s'agit d'une solution digitale, à toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui vont être concernés par la mise en place de cette nouvelle solution digitale. Et ensuite, on peut avoir d'autres parties sur un deep dive sur la solution, justement, parce que nous, il faut aussi qu'on comprenne un petit peu à quoi sert cette solution. Quel périmètre géographique il va être pertinent d'investiguer. Voilà, le schéma un peu classique. Donc, on a un support Google Slide, on a une espèce de template qu'on essaye d'adapter en fonction des thématiques. Et là, dernièrement, on s'est un peu adapté, on a utilisé FigJam aussi, qui est assez pratique, où on va rendre les ateliers de cadrage un peu plus interactifs. Et on va avoir une série d'activités à faire, plutôt que d'avoir une approche un petit peu justement top-down, où les participants, le business va être un petit peu passif. On va leur demander de participer un petit peu plus, de mettre des post-it, de bien s'interroger sur leurs attentes, leurs aspirations, les key outcomes qu'ils veulent à la suite de ce projet, bien définir tous les personas qu'ils ont relativement à leur projet, à leur solution. Voilà, on va vraiment dérouler ce FigJam, ça permet d'avoir une belle vue d'ensemble. Et à la fin, on peut avoir ce fameux Canva où on va vraiment synthétiser les 4-5 grands points qu'on aura couverts et qui vont nous servir un petit peu de fiche de référence auquel on pourra se reporter pour être sûr d'avoir bien tout ce qu'il faut en tête pour ensuite lancer le projet.
Super. Tiffaine, toi, de ton côté, ça se passe comment? Alors déjà, nous, on est une équipe qui est transversale et donc on fait de la user research à la fois pour le B2C, pour ce qu'on appelle le B2B. Chez nous, le B2B, c'est la plateforme ManoMano Pro. Donc c'est la plateforme ManoMano qui s'adresse à des professionnels du bâtiment. Donc en fait, quand on dit B2B, c'est des maçons, c'est des électriciens, des plombiers qui vont acheter sur la plateforme ManoMano Pro. Et ensuite, on a la plateforme qui est aussi B2B, qui est marchand, donc qui est qu'on appelle seller en anglais, mais qui est vraiment marchand. Et donc, ce sont les marchands qui vont vendre du coup les produits via ManoMano. Donc déjà, là, on va parler du B2B. Donc il y a deux B2B. Il y a soit ces marchands, soit nos clients pro, donc les clients de ManoMano Pro. Et on a aussi toute la partie opération où on va pouvoir faire de la research. Alors il y en a moins, mais on peut le faire aussi auprès de collaborateurs ManoMano en interne, si on travaille notamment sur des outils métiers. Donc on a aussi cette partie-là. Donc après, sur l'autre point important, c'est que comme on est une toute petite équipe par rapport à un scope énorme, on peut nous-mêmes en fait, on ne peut plus réaliser nous-mêmes les recherches. À part exception, à part si on a peut-être un sujet stratégique par trimestre, mais sinon le principe c'est que on va plus nous demander, ça s'est fait avant, mais aujourd'hui on va plus nous demander de faire des research de A à Z. On est vraiment en posture d'accompagnement et de coaching par rapport aux équipes. Et donc les sujets, la plupart des sujets, donc là on est sur la partie research intelligence dont je vous parlais, et la plupart des sujets sur la partie B2B et sur la partie donc marchand, en fait ils arrivent d'une organisation agile pays planning par quarter, et donc on a une roadmap par quarter, et donc c'est là où on va identifier tous les sujets de research qui vont arriver. Et on a aussi différents types de research. On a la partie exploratoire en amont, et on a la partie plus évaluative en aval. Et donc, selon le type de research aussi, du coup, toute cette phase de lancement, elle va différer. Donc, une fois que voilà, ça c'était un peu le cadre. Et donc après, pour lancer du coup la user research, on va avoir comme Vanessa cette partie de framing, cadrage avec les équipes. Et selon, en fait, on va vraiment s'adapter au sujet. C'est quand c'est des gros sujets stratégiques, la phase de cadrage, elle va être plus importante, elle va être plus longue. On va vraiment prendre le temps d'aller identifier les stakeholders. Après, si c'est un cadrage pour un user test très évaluatif, ça peut se faire sous la forme d'une conversation avec le designer, où voilà, on vérifie que la méthode c'est la bonne, etc. Donc, on s'adapte complètement après selon le type de sujet, mais toujours avec cette phase de cadrage. Et puis parfois, on n'est pas là, et puis ça peut aussi, il y a aussi de la research qui est faite, et nous, on n'est pas là parce qu'on peut pas être partout. Donc voilà, mais c'est pas, du coup, les études, elles sont lancées par les PM designers, et nous, on intervient vraiment en coaching, en research intelligence sur cette partie-là. Super. Et toi, Payou, du coup, par rapport à ce qui s'est dit, est-ce qu'il y a des choses où tu te retrouves, des choses qui diffèrent dans la façon de lancer un sujet? Oui, déjà, je rejoins tout ce qui est dit par Vanessa et Tiffaine. Juste pour compléter, donc chez nous, à part de cette fameuse phase, en fait, pendant cette fameuse phase cadrage, on essaie aussi de faire des stakeholder interviews pour comprendre leur vision. Des fois, pour une raison plus pratique, parce qu'on a du mal à mettre 20 personnes dans un même atelier. Voilà, pour trouver un créneau, des fois c'est un peu compliqué. Aussi, on essaie de faire des interviews auprès des équipes qui sont proches du terrain, on va dire, parce qu'ils sont en contact direct avec les clients, on essaie d'avoir déjà certains insights. Et on peut aussi effectuer des recherches plus, je veux dire, documentaires, secondaires. Un des moyens, c'est d'aller reprendre les résultats des anciennes études, et aussi consulter les études qui ont été réalisées par d'autres services, parce que comme on est dans un groupe, on a beaucoup de services qui sont en contact avec les clients, et donc souvent, des fois, on peut tout ce qui a été fait chez d'autres services peut nous inspirer, peut contribuer à nos réflexions pendant cette phase de cadrage. Mais c'est hyper intéressant, parce que du coup, je vois vous avez un peu toutes les trois cette posture aussi de coaching pour les autres
personnes dans l'entreprise qui nécessitent aussi de la research. Donc chacune à sa manière, c'est hyper intéressant. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Payou, tu parlais des stakeholders. Est-ce que ça, c'est quelque chose peut-être un peu spécifique au B2B aussi? C'est que quand il y a un nouveau projet, parfois, on a besoin de parler avec beaucoup de personnes pour bien comprendre le contexte et la complexité. Est-ce que ça, du coup, lors des cadrages, c'est quelque chose qui est facile à réaliser? Est-ce que tu parlais de la difficulté parfois à trouver du temps pour ces stakeholders qui n'ont pas toujours beaucoup de trous dans leur emploi du temps? Est-ce que tu as d'autres challenges un peu au niveau de ton cadrage ou c'est essentiellement trouver le bon timing pour réunir toutes les bonnes personnes, ou tu as eu d'autres challenges à ce niveau-là de cadrage? Déjà, j'aimerais revenir sur la différence entre B2B et B2C. Je pense qu'il y a forcément des points communs. Par exemple, chez nous, on travaille avec l'équipe marketing, avec l'équipe SIM, avec l'équipe e-merchandising, aussi l'équipe des sales, l'équipe de vente, pardon, et l'équipe de chargée de clientèle. Après, je pense l'intérêt de vraiment s'approcher de ces services, c'est que en fait, comme nous, on est en B2B, donc en fait, on aimerait bien se renseigner en fait en avance en fait sur nos clients pour comprendre leur profil, en fait leur habitude d'achat, leur historique. Ça va contribuer enfin à nos réflexions, et aussi ça nous permet de sortir un peu parce que en fait j'achète aussi des choses en fait en ligne, donc j'ai des idées préconçues par rapport à comment ça doit se passer sur un site e-commerce, mais en parlant avec les gens qui travaillent vraiment quotidiennement avec les clients, ça me permet de avoir sorti de mon cadre et éviter ce genre de préjugés. Super intéressant, parce que c'est vrai qu'on en reparlait, mais nous, on peut acheter des choses de notre côté en tant que B2C, et c'est vrai qu'on se rend compte que dès qu'on passe à du B2B, il y a tellement de manières différentes dans le parcours d'achat, dans les rôles, etc., que parfois on peut être très loin en termes de premier regard, en fait, sur ce qu'on imagine comme le parcours parfait pour nos utilisateurs. Et toi, Vanessa, est-ce que tu as eu d'autres challenges de ce type lors des cadrages projets? Les challenges, oui. Enfin, ça va être plus lorsque les business, en fait, qui sont soit de géographie différente, soit d'entités un peu différentes, et ils vont pas être alignés du tout. Mm-hmm. Donc nous, en fait, on a un projet en tête, on a un problème, et puis finalement, quand on demande à chacun quelles sont la fameuse question, vos aspirations, votre ambition par rapport à ce projet-là, et finalement, on se rend compte que un tel du marketing et un tel de telle géographie, ils vont pas avoir du tout la même vision par rapport à ce projet-là. Et donc le challenge, effectivement, là, ça va être de pouvoir les aligner, alors qu'ils sont dans des directions complètement divergentes. Pouvoir les aligner sur un problème commun, peut-être en montant encore d'un cran et en rendant le problème un peu plus macro, mais il va falloir essayer de satisfaire en fait chacune des personnes qui est autour de la table, et voilà, ça va être notre rôle à nous de pouvoir essayer d'aller couvrir malgré tout dans ce tout autour de ce projet, d'aller satisfaire un peu tout le monde, sachant qu'on donne quand même la priorité, on va dire, aux sponsors du projet. Ils sont jamais 10, évidemment, autour de la table. Et le sponsor du projet a toujours le dernier mot. Hein. Mais on va quand même essayer à chaque fois de satisfaire un peu tout le monde, sinon, après, même les réunions de restitution, elles sont un peu compliquées. Et toi, Tiffany, est-ce que ça te parle un peu aussi, ce contexte international? Est-ce que tu as eu ce genre de alors, aussi pas tant que ça. Non, en revanche, nous, c'est plus le besoin de cadrage. Enfin, je pense que c'est la partie la plus importante, en fait, la partie de cadrage. Et parce que souvent, en fait, les stakeholders, ils arrivent en demandant un truc hyper précis, etc. Et il y a tout ce travail de refaire un pas en arrière, de bien comprendre les objectifs de la recherche, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une recherche? Donc il y a tout ce travail qui est hyper important. Et aussi on a beaucoup collaboré, on collabore beaucoup avec l'équipe marketing Insight, parce que dans la tête de beaucoup de nos stakeholders, la frontière n'est pas claire entre user research et market research. Donc on avait tout un travail avec l'équipe du coup au market
déjà de communiquer, d'expliquer comment est-ce qu'on travaille, quelles sont nos différences. Et on en est maintenant à faire des briefs ensemble, à prendre dans le cas des briefs ou à faire des cadrages stratégiques ensemble pour ensuite donner la bonne réponse au niveau méthodologique et même parfois travailler ensemble parce que ça peut être très proche. Donc, et aussi toujours tout l'enjeu d'avoir les informations suffisamment en amont et les informations suffisamment stratégiques pour vraiment bien comprendre le problème et la question qui est posée pour pouvoir ensuite donner la meilleure réponse en termes méthodologiques. Mais c'est pour ça que c'est vraiment une phase qui est hyper clé. Et c'est là où on est obligé de s'adapter selon les sujets, on va plus ou moins pousser cette phase de cadrage. Après la question internationale, c'est pas notre tu vois notre point de concentration, notre challenge numéro 1 pour le moment. On fait encore pas mal de research plutôt en France. Donc après on parfois on fait aussi sur de l'international, mais on a encore majoritairement sur de la research. Après, c'est vrai qu'il y a un peu moins de pays que Air Liquide aussi. Ça doit jouer aussi le nombre de pays, il y a moins d'enjeux, à ce niveau-là. J'ai une toute petite question avant qu'on passe au sujet suivant. C'est comment vous gérez le temps dans le cadrage de la recherche? Comment vous négociez le temps? Le temps de cadrage? Non, dans le cadrage, comment vous négociez le temps que vous allez avoir pour faire votre recherche? Ah, si on peut le négocier. Voilà. Parce que, alors, il y a des fois où on l'a fait nous, en effet, on est lead, on va dire, on est honneur du sujet, donc là, quelque part, c'est plus facile. Mais souvent, on va plutôt nous imposer, parce que comme on est sur cette vision quarter, c'est plutôt, nous qui allons adapter le dispositif méthodologique par rapport au temps qui est donné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un des éléments de contrainte qui est les équipes ont besoin d'avoir des insights à tel moment. Et là, on adapte le dispositif par rapport à ça. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Bon, c'est déjà un gros sujet, le premier. Pour la suite, on voulait parler de la conduite, du recrutement des utilisateurs et testeurs. Alors, il y a évidemment plein de choses dans le... on va dire, une user journée de recherche, si on reprend le petit schéma du début. On a voulu se concentrer, entre autres, sur ce sujet-là, parce qu'en B2B, c'est quand même très particulier par rapport à un environnement B2C, toujours. Et c'est hyper intéressant, en fait, de se rendre compte de toutes les spécificités du B2B. Et comment vous les filles dans votre entreprise, quand un sujet est lancé, qui a besoin de faire une étude, de faire une interview, de faire un test utilisateur, comment vous gérez ce recrutement de vos profils B2B. Peut-être Payou, si tu veux commencer, comment tu gères de ton côté chez Manutan ces sujets-là? Ça marche. Donc chez Manutan, en général, en termes de canaux de recrutement, on peut avoir certains, on l'utilise régulièrement. Donc on peut travailler avec des agences externes, donc spécialisées dans le recrutement de panels. Et soit en interne, en fait, on s'appuie sur notre équipe de vente, chargée de clientèle, pour trouver certains profils qui est compliqué à trouver en fait par agence externe. Enfin, on a aussi cette possibilité d'aller solliciter des visiteurs sur notre live website, tout en respectant bien en fait, être compléant dans RGPD. En fait, dans B2B, en fait, il y a quelques points, je dirais, à faire attention. C'est parce que B2B, il y a ces processus d'achat est très long, on peut avoir une multiplicité des preneurs de décisions. Et enfin, on peut aussi avoir la différence en fait avec B2C, c'est on peut avoir la distinction entre les devices pro et devices personnels, d'où vient en fait l'importance de vraiment bien cibler des participants représentatifs.
Donc, à part, par exemple, à part des caractéristiques sociodémographiques basiques, par exemple l'âge et genre, par exemple, pour des personnes qui ont un même titre de poste dans des différentes entreprises, leur responsabilité et leur rôle dans le processus d'achat peuvent varier. Donc, leurs besoins et usages de notre site peuvent varier aussi, peuvent être différents. Donc, en plus de tout ça, il faut aussi prendre en considération, je dirais, en fait, la disponibilité des participants dans l'entreprise. Donc, il y a des règles générales, par exemple, au moins pour nous, chez nous, c'est d'éviter les vacances scolaires. Et un autre exemple, c'est que comme, par exemple, si on veut interviewer des professeurs, des enseignants, des directeurs d'école, dans ce cas-là, on garde souvent les mercredis comme jour d'interview pour qu'ils soient disponibles. Et enfin, comme on réalise aussi des recrutements internationaux, je dirais qu'il y a quelques challenges. Par exemple, il y a potentiellement des différences entre les pays au niveau de profil utilisateur. Et il y a souvent comme on est présent dans 17 pays européens, donc souvent il y a cette barrière de langue. On ne parle pas forcément la langue locale et on n'a pas forcément des contacts des agences locales, d'où vient l'importance de vraiment garder une bonne relation avec l'équipe locale, en s'appuyant sur eux pour, en fait, d'un côté, pour déjà avoir une idée sur notre cible locale, avoir une meilleure idée, et aussi à travers eux pour trouver les participants. Et parce qu'il y a toujours un équilibre, pour rebondir un peu sur ce qui est dit par Tiffany, comme il y a pour chaque projet, il y a toujours un planning à respecter, il y a des contraintes de projet, donc il y a un équilibre à trouver entre les deadlines et aussi le temps de recrutement. Super intéressant, merci. Vanessa, tu veux enchaîner sur le recrutement? Oui. Alors sur le recrutement, ça va peut-être vous surprendre, mais nous, c'est pas tant un pain point que ça, on va dire. Ça, globalement, sur des projets où, par exemple, on va devoir interviewer... alors nous, il faut savoir que dans notre équipe, on développe principalement des outils digitaux, des solutions digitales. Et donc, si on est amené, par exemple, à interroger des clients sur une nouvelle solution qu'on met à disposition, par exemple, si on veut faire évoluer le portail sur lequel ils vont passer une commande de gaz, ce qu'on fait, c'est que dès l'atelier de cadrage, on va s'assurer qu'on ait des stakeholders autour de la table, là notamment des personnes des sales, qui vont être assez proches des clients, qui vont avoir un lien un peu privilégié parce qu'ils leur rendent des visites annuelles, bisannuelles, qui ont un lien un peu privilégié. Et on va s'assurer, du coup, dans ces ateliers de cadrage, d'avoir ces personnes-là. Et ce qu'on fait, c'est on travaille main dans la main avec eux. On a un template d'email ou en tout cas un speech, s'ils les contactent par téléphone, pour onboarder un petit peu les clients qu'on voudrait interroger sur la démarche, sur le contexte du projet, pourquoi c'est important qu'ils puissent participer à ces interviews. Et donc, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur ces sales. Et c'est le même process en interne si, par exemple, on a envie de développer des nouveaux outils, que ce soit pour les sales ou les opérateurs ou ceux qui sont chargés de la logistique, de l'approvisionnement du gaz jusque chez les clients. On va aller demander, on va avoir les managers qui sont autour de la table, qui vont aller onboarder aussi les équipes, qui vont aller leur faire comprendre un petit peu tout le contexte. Et en gros, nous, on n'a plus qu'à, une fois qu'on a le go, en fait, qu'on a les contacts et qu'on a le go, on va aller directement prendre rendez-vous, on fixe dans le Google Agenda et le rendez-vous est pris. Et on a très rarement ce qu'on appelle des chutes. C'est assez rare qu'on ait des lapins. Donc globalement, ça se passe bien. Je dirais la seule petite, le seul pain point qu'on a, enfin le seul, il peut y en avoir, mais c'est dans le secteur de la santé. Là, c'est un petit peu plus compliqué. En pharmacie, santé, ils sont toujours un peu plus réticents, peut-être par souci de confidentialité ou par manque de temps. Bon, bref. Et dans ces cas-là, on peut se montrer un petit peu malin. Alors c'est pas moi, mais c'est un collègue qui a eu le cas une fois où il devait réaliser une série d'entretiens avec des infirmiers et des médecins dans un hôpital. Il avait une série de rendez-vous et en fait une fois sur place, personne n'était jamais disponible. Vous imaginez bien, quand on est sur le terrain, il y a bien souvent des moments où il faut s'adapter.
Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a, juste sur place, il a réussi à avoir des contacts. Il dit, tiens, j'ai besoin d'interviewer une infirmière. Il y a un tel qui est dispo, etc. Donc, des fois, pour le côté pharma-santé, faut ruser un petit peu. C'est toujours plus compliqué. Mais sinon, concernant d'autres entretiens, ou des workshops, ça se passe plutôt bien, étonnamment. C'est quand même plutôt positif de se dire que ça, même dans des grandes entreprises, ça peut finalement bien rouler j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de process et de choses mises en place en amont qui permettent du coup d'aller rapidement aussi à... Après, c'est vrai qu'il faut qu'on ait un interlocuteur qui soit quand même suffisamment bien placé, qui soit aussi lui suffisamment motivé pour appuyer notre demande et passer le message pour nous. Il y a déjà eu des cas où effectivement les stakeholders n'étaient pas suffisamment impliqués ou peut-être par manque de temps, où ça fonctionnait moins bien. On a déjà essayé de passer par des agences externes, mais on essaye au maximum déjà incentiver nos clients. Ça introduit toujours plus ou moins des biais. Et de faire appel aussi à des personnes qui ont déjà été interviewées. On a toujours un peu un doute sur la spontanéité des réponses. Donc, on essaye au maximum de recruter par réseau au sein d'Air Liquide. Donc, toujours avec des copains dans l'entreprise qui vous aident, comme disait Peiyu aussi, c'est toujours bon de communiquer avec les autres, c'est ce que je retiens. Même si ça paraît évident, mais c'est toujours bon de leur dire. Tiffaine, on te laisse enchaîner. Sur le recrutement, il y a des grandes différences entre le côté B2B, donc client de la plateforme ManoMano Pro, et le côté marchand. Sur le côté client, enfin nos clients finaux B2B, là en fait on s'est pas mal organisé, on a créé une sorte de club utilisateur B2B qui nous a permis d'avoir un fichier en fait client B2B de personnes opt-in qu'on peut contacter, qui ont accepté l'idée d'être contactées pour des études. Et donc là, en piochant directement, en fait, on a maintenant un process assez rodé pour que les PM et les designers en fait puissent du coup organiser eux-mêmes le recrutement. C'est souvent pour du qualitatif, donc c'est vraiment pour avoir 6-8 interviews. Pour le quanti, c'est plus compliqué parce que c'est des populations qui sont plus restreintes, donc on n'a pas du tout les mêmes solutions. Mais en tout cas pour le quali, voilà, on a ce club et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Quand on a des demandes qui sont vraiment précises au niveau des critères, là on fait appel à des agences de recrutement externes pour vraiment et aussi pour recruter les prospects, parce qu'on veut pas seulement recruter auprès des clients mano-mano. Donc en fait, on a aussi pour habitude de faire du recrutement externe. Sur le côté pour le côté marchand, c'est plus compliqué, c'est plus dur. On travaille encore là-dessus pour améliorer le process. Là, du coup, c'est un mix un peu de tout ce qu'on s'est dit. Donc, on a une partie un peu club, surtout pour des tests d'utilisabilité où on peut contacter directement des marchands pour pouvoir tester des nouvelles features ou faire du test utilisateur. Et quand on est sur des recrutements vraiment plus spécifiques, là, du coup, on va aussi s'appuyer sur les sales qui vont nous aider à qualifier, qualifier, préparer les fichiers, et puis on va aussi avoir besoin d'eux aussi pour recruter. Et là, ça va être plus ou moins difficile. On a aussi l'enjeu de la langue parce que côté marchand, donc on fait plus d'études internationales pour le coup. Donc on essaye. Enfin, on a vraiment plein de méthodes un peu différentes, mais on est en train justement de travailler sur le côté marchand, sur comment simplifier, comment améliorer le process. Mais ce qui est important, je pense, c'est vraiment un travail qu'on fait du coup avec les autres équipes métiers. Et en fait, on veut co-construire une solution qui soit intéressante, efficace pour tout le monde. Donc, c'est vraiment après de la co-construction, de se dire, voilà, qu'est-ce qui marche pas. Parce que l'objectif, c'est qu'on gagne en efficacité et qu'on trouve les bonnes personnes le plus rapidement possible. Gros sujet Research Shops, tout ça. Hein, gros sujet Research Shops. Research Shops, l'importance de diffuser le message de l'Ops dans nos métiers. Extrêmement important.
Super intéressant. Je pense qu'on peut. On va pouvoir enchaîner. Maintenant que vous avez recruté. Voilà, on parlait de recrutement pour préparer et conduire soit de l'interview, soit du test. Quand vous êtes face à vos utilisateurs, comment ça se passe, entre autres par rapport à du B2C, si vous en avez déjà fait, mais aussi de manière globale, des utilisateurs B2B lors de ces points-là. Est-ce que vous avez des prompts GPT à nous transmettre pour faire des bons tests et interviews? Qui veut commencer? Peut-être allez, Vanessa? Oui. Donc, pour la préparation et la conduite des entretiens, disons que moi, j'ai une expérience avant où je faisais des études qualitatives marketing, assez classiques, tester un nouveau yaourt, un nouveau concept de papier toilette, enfin peu importe. On se posait pas trop de questions, on avait le matériel, on allait le tester pendant les focus group. Et là, par contre, quand il s'agit d'aller tester une solution digitale avec, je sais pas combien de features, avec des KPI de performance, ou d'aller comprendre comment des soudeurs à la flamme travaillent, dans quel écosystème, dans quel genre de métier, et quels sont leurs pain points, c'est difficile là d'y aller sans préparation, parce qu'on risque de se retrouver un peu bête face à eux, face à des concepts clés. Donc là, la préparation est clé, dans le sens où, dans toute la phase justement d'onboarding, de cadrage, on va réaliser des deep dives quand même pour aller bien comprendre. Alors si c'est un outil digital, aller bien comprendre comment il fonctionne, la navigation, comprendre les différents use cases qu'il faut aller tester s'il y a des use cases déjà identifiés, aller comprendre les KPI principaux. Et si c'est une étude ethno dont je parlais, de soudeurs à la flamme, bien comprendre leur équipement, quel gaz ils vont utiliser, avec qui ils vont travailler, voilà, vraiment comprendre tout leur écosystème, comment il fonctionne. Et ça va nous permettre, pendant l'entretien, déjà d'avoir un guide d'entretien qui est un peu plus fourni et avec des questions de relance pertinentes. Si par exemple on ne sait pas que un utilisateur de flamme, il a 2 bouteilles de gaz, un carburant, un combustible, qu'il faut qu'il les transporte et qu'il les utilise toutes les 2 à la fois, on va avoir du mal à lui demander ok, alors pourquoi là il y a une 3e bouteille de gaz, ou pourquoi il y a un extincteur à côté, ou pourquoi là vous n'en avez pas pour des questions de sécurité. On observe des choses très très différentes sur le terrain. Il faut qu'on puisse avoir une bonne base pour comprendre si effectivement il y a des pain points particuliers. Donc je dirais que par rapport au B2C, la préparation elle est clé si on veut avoir de bons résultats. Après, pour la conduite des entretiens, je ne sais pas si j'en parle après, si je laisse parler d'abord. T'as l'air parti, on t'écoute. Donc pour la conduite des entretiens, par exemple, là je suis dans un sujet où je dois tester un dashboard justement pour suivre la performance d'une ligne d'activité. Il y a tout un tas de KPI qui me sont complètement inconnus, avec des acronymes dans tous les sens. Enfin voilà, c'est compliqué. Même après 2 sessions de deep dive, je comprends à peu près l'idée globale, mais c'est compliqué d'aller quand on a face à soi des VP, je sais pas, VP du management de l'énergie ou VP de telle business line. Il faut qu'on soit un peu capable en face quand même d'avoir un peu de répondants. Alors, une des solutions qu'on peut avoir sur ce genre de test, mais là, c'est un peu à double tranchant, c'est d'avoir un expert technique avec nous qui puisse un petit peu rebondir s'il y a des points un peu techniques. Le truc, c'est que ça peut un peu biaiser les tests, parce qu'il est plus ou moins aussi contributeur de l'outil, du dashboard. Donc, on a testé un premier entretien, un deuxième entretien avec eux. Et finalement, on se dit que c'était peut-être pas la meilleure solution, parce qu'on se rend compte que l'entretien, il tourne très vite sur le côté technique. Alors nous, notre intérêt, c'est de comprendre si ce dashboard, il est utile. S'il est utile, quels KPI sont utiles, quels use case ils vont vouloir pouvoir avoir à travers ce dashboard. Donc on s'est dit, très bien, on va faire nos entretiens. De toute façon, on a déjà une bonne base, on a eu 2 deep dives. Et on va enregistrer l'entretien, et après on en discute avec nos 2 experts techniques si on a des questions entre 2 entretiens. Et si eux ils veulent aussi creuser des points un peu plus techniques de leur côté, ils peuvent aussi réécouter l'enregistrement et aller creuser les points avec les personnes en question. Donc, et voilà. Interviewer un soudeur avec un casque, c'est compliqué ou pas?
Il y a beaucoup de bruit quand même dans les ateliers, c'est sûr. C'est quelque chose où il y a pas mal de points aussi sécurité. Vaut mieux avoir les chaussures, la combinaison. Mais non, après ils sont pas. Ils interrogent entre deux soudures. Super intéressant. Ouais, original. On n'a pas tous l'occasion d'interviewer des soudeurs en action. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans le B2B, en tout cas, c'est qu'on découvre aussi des métiers qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de découvrir dans d'autres contextes. Toi, Payou, de ton côté, comment ça se passe quand tu prépares et tu conduis tes entretiens avec tes cibles B2B à toi? Comment ça fonctionne? Je rejoins ce qui a été dit par Vanessa, c'est que il faut qu'on ait une bonne préparation. Par exemple, avant de joindre Manidan, je connais rien du tout sur Transpalette. Mais donc, je peux quand même dire il y a au moins 2 modèles. Il y a électrique et il y a manuel. Mais je veux pas vous en parler pendant 10 minutes. Et aussi, je reprends aussi le pain point, en fait, côté des jargons techniques, parce que en fait chez Manidan on a une vaste catalogue, même s'il y a toujours des best-sellers. Donc en fait en face des différents clients, ils peuvent acheter en fait leurs produits, les produits qu'ils achètent plus souvent peut être différents. Donc la préparation est la clé, et c'est que ce que on essaie de faire, c'est de déjà en fait dans notre base de données, avant d'aller à l'entretien, on essaie de voir par exemple quel est son montant d'achat annuel. Est-ce que c'est essayer de avoir des données sur ses comportements d'achat, par exemple montant d'achat, la fréquence. On peut aussi essayer, on regarde aussi son secteur, et pour certains clients qui a un suivi commercial, dans ces cas-là, on peut aussi contacter demander une réunion rapide, une interview rapide avec la personne qui s'occupe de ses clients. Donc déjà avoir plus de contexte pour être le plus préparé possible, d'aller en entretien pour assurer le bon déroulement. Et aussi, moi, je toujours trouve que le temps que les participants nous accordent est très précieux. Donc, si on a 1 heure, il faut bien utiliser ces 60 minutes. Ouais, c'est hyper intéressant. De toute façon, ça rejoint la notion tout simplement d'écoute et de respect de nos utilisateurs. Hein. C'est sûr que si on vient sans savoir soit leur métier, comment ça fonctionne, ou en tout cas selon les domaines, toi Pio, ça va être aussi le type de produits qu'ils achètent, dont certains on n'est pas spécialement connaisseurs. Donc c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, Tiffany, ça se passe comment de ton côté? Alors, plein de choses ont été dites. Sur la partie préparation, en fait, on travaille beaucoup sur le guide d'entretien, mais vraiment en document partagé. Et l'idée, c'est que c'est qu'on ait ce temps en fait de bien caler tous ensemble ce guide. Il y a aussi les équipes business dont j'ai pas parlé, donc ça peut être les équipes produits, les équipes business, les équipes design. Donc si on a déjà 3-4 métiers sur un guide d'entretien, ça prend un petit peu de temps. Et mais ça, il y a ce temps de préparation. Sur la partie, si je parle de la partie plus Mano Pro, c'est pas si technique que ça en réalité, parce que on va interviewer des électriciens, des maçons. On a moins le côté technique dont parlait Vanessa, mais qu'on va retrouver plus côté marchand. Et là, sur cette partie B2B, client de Mano Pro, nous, en fait, on fait en sorte que le product manager, souvent, mais parfois peut-être même une personne du business, mais les designers puissent participer aux entretiens. Et donc, on s'attribue des rôles. Donc, en fait, il y a la personne qui va conduire l'entretien, il y a la personne qui va prendre les notes. Et il peut y avoir aussi des auditeurs avec des personnes qui vont écouter. Donc, après, on se dit on est maximum 3-4 par entretien. Donc, on organise ça en amont. Et après, c'est pas forcément le researcher qui va conduire l'entretien. Parfois, c'est même le researcher qui va prendre les notes. Ça va être un PM ou ça va être un designer qui va conduire l'entretien. On fait beaucoup d'entretiens à distance, la plupart du temps, et franchement, ça pose aucun problème pour les interviewer. On a aussi des techniques pour ça. Du coup, on va peut-être garder la vidéo quand on est animateur, et puis les personnes qui vont se présenter en démarche d'entretien, ensuite, ils vont couper leur vidéo pour qu'on les oublie un peu.
Donc voilà, il y a un peu des techniques et après sur une même étude, du coup, le PM va pouvoir faire un quart des entretiens avec versus le designer. Donc bon, ça dépend un peu des sujets. Mais c'est ça qui c'est ça qui est assez intéressant. On fait aussi ça sur le côté seller. Donc mais là c'est plus technique. Donc là en effet la personne qui conduit l'entretien, c'est là où il y a cette montée en compétence sur le sujet dont parlait Vanessa. On peut pas arriver en fait sans rien connaître du fonctionnement d'une marketplace, interviewer un marchand qui est notre partenaire. Ça marche pas. Donc, soit la personne qui va conduire l'entretien est à l'aise sur le sujet, il n'y a pas de problème, elle le conduit. Soit il y a une montée en compétences. Et soit aussi sur des sujets très plus pointus. Donc là, on a aussi parfois testé la méthode où on avait un expert avec nous. Et ça s'est très bien passé, qui du coup va vraiment avoir un rôle plus de répondre à des questions pointues un peu expertes. Et ça va être canalisé pendant l'entretien. Donc il y a le researcher qui du coup joue son rôle de conduite d'entretien, mais il y a un moment, il y a toujours l'expert qui est là et qui peut répondre à une question très technique lors de l'entretien. Donc voilà, on a un peu testé toutes les méthodes, mais c'est vrai que c'est le niveau de technicité qui du coup va faire qu'on peut plus ou moins comme ça laisser à une personne non préparée, on va dire, de conduire l'entretien. Et puis il y a l'aspect formation, parce que du coup on en profite pour former les équipes à conduire les entretiens. Donc c'est souvent c'est le researcher qui démarre et puis après on dit vas-y lance-toi, tu fais les prochains. Mais j'ai une petite question. Comment vous gérez les interviews internationales Ouais. Parce que moi j'entends dire il faut que ce soit des natifs qui fassent la research pour capter les subtilités de la langue, etc. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Comment vous gérez ça? En fait, ça dépend. On a pas mal d'équipes en Espagne. Et donc, on a aussi des PM qui, du coup, si on doit être sur l'Espagne, j'ai envie de dire, on trouve assez facilement des natifs, donc on a moins. Donc, en fait, c'est vrai que du coup, ça crée un vrai biais aussi parce qu'on fait France-Espagne assez facilement. Après, quand on est sur l'Allemagne, si on a personne qui parle allemand, on va trouver un researcher externe qui va être dans le projet pour pouvoir conduire la research. Pour l'Angleterre, c'est quand même moins problématique. Et pour l'Italie aussi, ça dépend. Mais et on a aussi des sellers chinois. Donc là, on peut avoir un interprète. On passe par l'anglais. Donc j'ai envie de dire, on s'adapte aussi à chaque fois. Mais ça pose pas. Ça s'organise en fait. Okay. Ça s'organise en amont. Donc après, on trouve les réponses. Et quand on fait vraiment des grandes research au niveau international, c'est là où on peut aussi faire le choix que nous, on reste en lead sur le sujet, mais du coup, on sous-traite à une agence qui elle-même, du coup, va faire appel à des researchers native, en fait, pour chaque langue. Nous, alors la plupart du temps, c'est des entretiens en anglais. Enfin, la plupart de ceux qu'on a interviewés ont parlé anglais parce que souvent, ça va être des managers ou... quand c'est des personnes haut placées, on va dire, on n'a pas de problème pour parler en anglais. Par contre, effectivement, quand il faut aller interroger peut-être des sales reps, par exemple, des gens un peu plus... alors, comment on fait? On a des personnes dans l'équipe qui parlent espagnol, allemand. Donc là, on en a qui gèrent, c'est pas mal. Par contre, quand c'est avec des pays d'Asie, c'est toujours un peu plus compliqué. La Chine, par exemple. Et là, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a fait appel à justement un manager qui parle anglais. Donc, on l'a briefé, on l'a upskillé sur la recherche utilisateur. On l'a briefé sur le guide d'entretien, sur comment il fallait formuler les questions sans les biaiser, etc. On a simplifié au maximum le guide d'entretien parce que, en général, il est assez fourni. Et là, on se tient, on va dire, 10 grosses questions. Et en fait, il va faire l'entretien pour nous. Et après, il va nous débriefer de cet entretien-là. Alors, il y a forcément un petit peu, à mon avis, de déperdition d'informations, mais on va dire que c'est mieux que rien. On aura au moins des points clés dont on a besoin pour le projet.
Comme beaucoup de choses a été dites, il y a principalement, c'est soit on passe par une agence locale avec des researchers qui parlent de langue locale, soit on passe par, on utilise un interprète pendant la séance. Donc ça peut être une personne interne, ça peut être un traducteur professionnel, soit on demande d'avoir des participants qui parlent bien anglais. Et c'est là que je pense qu'il y a un point à faire attention, c'est que en fonction des cibles et en fonction des pays, en fait, c'est l'exigence de parler l'anglais et parler bien l'anglais parce qu'on sait tous que quand on ne s'exprime pas dans sa langue natale, il y a toujours des freins et des fois la personne veut moins s'exprimer ou elle ne s'exprime pas. En fait, il peut y avoir des obstacles de compréhension. Donc, des fois, quand on demande, je pense que c'est un point à prendre en compte, c'est que est-ce que mon cible, est-ce que c'est un groupe des gens qui parlent bien l'anglais? Et si c'est pas le cas, et je pense que ça c'est une limite à prendre en compte. Après, en réalité, souvent ce genre de décision se fait avec le coût, avec le temps, avec plein d'autres facteurs. Mais je pense que c'est un facteur à prendre en compte. En fait, quand on propose cette méthode, quand on propose cette façon de faire et quand on fait la restitution. Merci, super intéressant. Je crois que c'est le dernier sujet avant la conclusion. Ouais, donc ça passe vite. Au global, on va dire les enseignements d'une research en B2B, donc dans le contexte B2B, comment ça se passe, avec qui vous gérez ça, et comment vos enseignements sont, on va dire, comment vous mettez au courant, en fait, les personnes concernées de tous vos sujets. Alors, Vanessa, par exemple, je vois que tu me regardes. Moi, je vais plutôt parler alors, plutôt que de dire comment on fait pour restituer, globalement, c'est peut-être un peu pareil que le B2C, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment on va capitaliser sur tous ces enseignements-là, comment on va les diffuser dans le groupe. Donc, on a plusieurs façons de faire. Enfin, plusieurs. On a souvent dans nos restitutions, on fait des personas et on a développé un outil à disposition du groupe, une persona encyclopédia, où on va, au fil de tous les entretiens qu'on fait, il me semble qu'on a mené plus de 1000 depuis notre existence, notre équipe, la naissance de notre équipe. Et on a plusieurs centaines de personas dans cette encyclopédie, à laquelle a accès tous les employés du groupe. Et on a un système un petit peu de filtres. Ils peuvent aller filtrer selon, par exemple, la géographie, leur ligne de métier, etc. Et s'ils sont intéressés, on a combiné ça avec un webinaire aussi, parce qu'il faut évangéliser aussi un peu les équipes, pour leur expliquer ce que c'est qu'un persona, à quoi ça sert. Donc on a combiné avec un webinaire pendant lequel on leur a expliqué ce que c'était et quelle était vraiment la valeur ajoutée de ces personas, comment eux, ils pouvaient aussi les utiliser lorsqu'ils avaient un projet d'innovation ou une nouvelle solution ou une amélioration d'une solution existante. Et du coup, avec le webinaire plus les personas, on met à disposition du groupe des moyens pour eux aussi de pouvoir faire des nouveaux projets sans forcément faire appel à nous. Donc ça, c'est une façon de diffuser la connaissance. Après, on a aussi différents webinaires. Là, c'est plus de la diffusion de méthodologie. Vous parliez tout à l'heure aussi d'upskiller un petit peu les personnes aussi, parce que on est un peu plus nombreux, mais on reste quand même 5 dans la user research. Donc, il faut malgré tout aussi essayer d'évangéliser et upskiller un peu les personnes qui sont au moins intéressées, qui sont très sensibles à ça et qui veulent un peu aussi monter en compétence là-dessus. Donc, on leur met à disposition des outils. On a créé un site en fait internet où on a tout un tas d'outils de l'amont à l'aval d'un projet, le lancement d'un projet, la connaissance utilisateur, le prototypage par les designers, ensuite les développeurs, etc. On met à disposition des outils, des templates, un petit peu en self-service, où ils peuvent aller un peu s'abreuver de toutes ces méthodologies-là et aller donc les utiliser pour ensuite les diffuser aussi dans leurs équipes. Donc là, on va au-delà de la connaissance, mais je voulais un peu rebondir aussi sur ce côté upskilling dans le groupe.
vous passez la main, enfin c'est super intéressant parce que vous passez la main de la user research du design aux autres équipes. En fait, il y a un côté prends ton envol. Enfin, c'est super intéressant. Qui tu choisis? Flouf. Peut-être on peut continuer avec Payou par exemple, parce que tu avais un sujet qui m'intéressait aussi pour changer un peu de sujet, parce que c'est vrai que là on avait ce côté coaching aussi, évangélisation, etc. Toi, tu avais aussi un sujet autour des analytics et du CRO, comment tu bosses avec eux aussi. Je trouvais ça hyper intéressant quand un sujet est avancé ou terminé entre guillemets en termes de research, comment tu peux avoir du lien avec d'autres équipes qui arrivent un peu dans ce scope-là aussi. Oui, c'est vrai que chez Manitant, on travaille régulièrement avec une équipe web analytique donc, qui s'occupe du tracking et aussi des analyses quanti. Et une équipe de CRO, experts CRO. On a de la chance de travailler avec des vrais experts. Donc l'idée c'est que, en fait c'est un processus, on est en train de faire évoluer, améliorer. C'est que en fait surtout l'équipe web analytique nous accompagner dès le départ. En fait, on essaie de toujours commencer par regarder les données quantitatives avant de se lancer en fait sur une étude quelconque. Et aussi de leur tenir au courant. Et donc une fois on arrive à l'étape de restitution, c'est là qu'on va en fait travailler parce qu'en fait chez nous c'est donc CRO s'occupe de l'expérimentation, l'équipe data prend en compte une partie des analyses des résultats d'AP. Donc en fait c'est là qu'on va encore une fois, en fait c'est une grande instance pour nous de travailler ensemble, de définir des A/B tests qu'on souhaite faire par la suite, et aussi par rapport au sujet post-monitoring pour l'amélioration continue, parce que on sait qu'il y a toujours des améliorations à faire. Le site web, c'est on le faire vivre, on le faire évoluer. Oui, hyper intéressant. Et on va finir par ton sujet, Tiffaine, aussi. Donc moi sur la partie alors pour la partie enseignement, donc il y a plusieurs choses. Il y a les équipes qui vont organiser des restitutions qui sont ouvertes au maximum de personnes parce qu'on essaye de désiloter en fait la research et de faire en sorte que ça reste pas au niveau de la feature team. Et donc vraiment d'avoir en fait l'équipe qui a conduit la research ou nous quand on l'a conduite, en tout cas d'organiser une restitution où tout le monde qu'on enregistre et donc où un maximum de personnes peut être là pour partager des insights, pour que ça crée une conversation stratégique derrière. Donc ça c'est une chose. Ensuite sur le B2B. Donc côté client ManoMano Pro, là on a un ambassadeur de la connaissance en fait B2B qui a lancé une sorte de knowledge center B2B. Et ça c'est super intéressant, c'est vraiment d'aller chercher les enseignements clés en fait de la connaissance B2B et de donner accès du coup aux PM, aux designers assez facilement à tous ces insights clés qui en fait sont des insights qui durent dans le temps. Donc donc là c'est vraiment une première initiative, c'est une V1 pour l'instant on teste sur un Miroboard. Mais donc ça permet d'avoir un espace, c'est vraiment le repository, on va dire le hub, une V1 un espace partagé du coup de résultats clés des user research qui ont été faites sur le B2B. Et du coup partager à l'ensemble des équipes. Donc ça, c'est une initiative. Ensuite, on a un repository plus classique, mais type bibliothèque. C'est-à-dire, l'idée, c'est que dès qu'on a des livrables de research, on les rentre dans un espace Confluence partagé pour pouvoir avoir un endroit qui centralise tout. Mais c'est vraiment la V1 du repository, mais il a le mérite d'exister depuis plusieurs années. Donc maintenant, on a quand même une bonne bibliothèque qui nous permet assez rapidement d'aller chercher l'historique. Et après, on a tout ce qui est workshop d'intégration des résultats, workshop vraiment collaboratif sur comment est-ce qu'on transforme les insights du coup en recos et qu'est-ce qu'on en fait derrière.
Donc voilà les différents. Je sais pas si. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais les à différents vous trois, on a sujets, déjà pas mal de manières de faire et comment fonctionner. Là, on a encore 2 questions à vous poser, puis on va pouvoir. Votre prochain sujet, votre prochain défi, si vous pouvez en parler, hein, si c'est pas secret. Le repository, pour moi, c'est un gros sujet. Le research repository, bon, je pense que je suis pas la seule. Je pense que tu auras beaucoup de questions là-dessus, je pense. Mais ça, c'est notre prochain sujet, ouais. Ok. C'est pareil pour moi. Toi aussi, pour nous. On va dire, moi et Monique, on a une mini-équipe. Prochain Donc, gros comment sujet. on peut gérer par contre, on fait beaucoup de recherches. Et comment on peut gérer, stocker et surtout partager avec d'autres équipes. Et aussi de bien suivre ce qu'on a fait comme recommandation, comment ça a été, est-ce qu'il y a la suite, voilà comment et aussi je pense la clé c'est de en fait c'est d'emporter en fait les designers en fait l'équipe product parce qu'il n'y a pas que nous qui font la recherche, en fait tout le monde fait la recherche et tout le monde en a, donc tout le monde doit être impliqué dans ces processus de la gestion de connaissances. Super. Et toi, Vanessa, du coup, ton prochain gros sujet? Je rejoins un petit peu aussi PU et Tiffen, forcément, c'en est un. Après, il y a aussi, aujourd'hui, on est beaucoup dans, nous faisons la user research. On a fait un beau travail d'évangélisation, on a bien gagné en visibilité. Donc maintenant, forcément, on nous connaît et on a de plus en plus de sujets. Donc, il faut que maintenant, on va essayer de mettre en place un programme de mentoring, justement, donc un peu plus poussé que simplement je t'onboard sur un interview guide et puis ensuite tu te débrouilles pour les entretiens. Un mentoring sans doute un peu plus poussé, alors sans doute avec des niveaux un peu différents en fonction des besoins de nos interlocuteurs. Mais on est en train d'essayer de penser un peu à un programme qui pourrait pouvoir répondre et upskiller des personnes qui ont déjà, par exemple, une sensibilité, où là, on va pouvoir faire un peu du sur-mesure, ou même, pourquoi pas, upskiller toute une équipe. Moi, il m'est arrivé il y a 2 semaines de faire une journée de workshop pour aller former des gens de la data sur justement comment est-ce qu'on va innover à partir d'insights utilisateurs, comment on va aller trouver des solutions. Et donc, sur une journée, on avait monté un programme pour, à partir d'une user research qu'on avait faite sur la data, on a identifié des problèmes, on avait des personas, maintenant vous allez travailler dessus et c'est vous qui allez trouver les solutions. Donc, on a aussi un peu l'idée de former plusieurs personnes et pas juste des mentoring one-to-one. Ouais, super intéressant. Bon courage pour tous vos projets. Je suis sûre que ça va le faire, mais je sais à quel point ça peut être des gros sujets. Et pour finir, si vous aviez chacune, on va dire, 3 choses à retenir ou à partager par rapport à notre sujet, qu'est-ce que ça serait? Par exemple, Tiffen. Alors, j'avais pas préparé en plus. Alors, 3 choses à partager sur le B2B. Pour moi, déjà, il y a tout l'aspect co-construction qui est clé. Notamment là, aussi bien pour la research intelligence que pour la research ops, c'est vraiment de toujours impliquer les stakeholders le plus en amont possible et de co-construire des solutions aussi avec eux. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de clé. C'est aussi bien pour résoudre un problème de recrutement, préparer un guide, même la partie de framing en amont, je veux dire dans toutes les phases de la research. On n'est jamais seul en fait, et c'est toujours d'onboarder les bons stakeholders. Donc la co-construction, je trouve que c'est hyper important. La deuxième chose à partager sur le B2B, je dirais que c'est quand même, je casse un peu cette idée de c'est pas grave, on est researcher, on est hyper naïf, on connaît rien du sujet, et enfin ce que disait Vanessa, et on arrive, tout va bien. Il y a quand même un travail à faire parce que c'est technique, parce que c'est complexe, parce que c'est particulier, parce que c'est des besoins ciblés. Donc il y a vraiment un travail à faire en amont de faire de la research qui est très propre au B2B. Et puis ça fait partie de votre temps de travail en fait, de se renseigner. Ouais, mais pas seulement nous, du coup, c'est aussi les autres. Et donc ce côté, oui, il y a besoin d'expertise et qui est vraiment propre au B2B. Je pense par rapport notamment au B2C, où on a quand même moins ça. La troisième chose à partager, c'est que c'est passionnant. Enfin, je trouve, c'est hyper intéressant.
de travailler pour le B2B parce qu'on est vraiment, c'est des cibles qui sont très engagées et hyper exigeantes. On n'a pas parlé du coût aussi, que c'était plus cher, mais du coup les insights, ils peuvent vraiment, je trouve, c'est clé en fait de faire de la research dans le B2B, donc c'est du coup stratégique pour ça c'est super intéressant. Super. Voilà. Moi, ce sera pas 3 choses parce qu'il y a dans les 3 choses qu'elle a nommées, les 3 sont aussi valables pour moi. Donc je vais un peu ajouter, je vais compléter. Mais effectivement, sur la cible B2B, comme disait Tiffaine, elles sont vraiment très très engagées. L'aspect, je pense, de performance aussi est très très importante. Si on développe des outils pour nos clients, c'est pas pour c'est pas pour dénigrer acheter une paire de chaussures ou autre. Non, c'est pour être efficace dans les process. Il faut qu'ils soient efficaces au quotidien. C'est souvent des outils qui vont pas utiliser une fois de temps en temps, mais qui vont vraiment utiliser dans leurs tâches quotidiennes. Donc, quand tu parles effectivement d'engagement et d'implication, ça c'est super important. Ils sont d'autant plus enclins à partager avec nous leur feedback que ça va leur être utile, ça va leur servir à être plus efficaces dans leur mission, à être plus performants. Et ça, je pense que c'est une dimension qui est vraiment clé et différenciante dans le B2B. Après, dernière chose aussi pour le recrutement, j'en ai déjà parlé, mais je pense que la force du réseau, elle est importante. Nous, on a cette chance-là, en tout cas dans notre grand groupe Air Liquide, c'est d'avoir des gens qui, dans Air Liquide, on met en avant justement cette force du réseau, on pousse beaucoup à la mobilité, et donc ce sont des gens qui, malgré le fait qu'on soit 70 000 collaborateurs, il y en a beaucoup qui se connaissent depuis des années, et un tel qui connaît un tel et qui va appuyer un tel, et du coup ça facilite le recrutement. Donc le réseau, notamment les sales avec leurs clients ou avec les hôpitaux, les médecins, et les managers avec leurs équipes, parce que ça suscite quand même une bonne connaissance. On ne demande pas de recruter évidemment n'importe quel interviewé. On a nous aussi des critères de maturité digitale, géographie, voilà, ce genre de choses, seniorité dans l'entreprise. Donc on sait que par cette force-là, en tout cas, on peut avoir des recrutements qualifiés et solides. Merci. Puis on va finir par toi, Payou, pour tes 3 choses à retenir. Je rejoins tout ce qui est dit par des 2 autres. Et pour moi, en fait, d'abord, c'est de prendre en compte en fait les différences en fait entre B2B et B2C. Par exemple, chez B2B, en fait, les utilisateurs du site e-commerce ne sont pas forcément les utilisateurs des produits vendus. Et aussi, en fait, le processus long avec plusieurs acteurs. Donc, ce sont les différences à prendre en compte en fait pour un projet. Après, notre point, c'est en fait la collaboration et la communication interne avec différents services est vraiment primordial. Ça, c'est très important en fait pour la réussite des études et des projets. Et voilà. J'avais préparé, mais j'ai oublié le 3e point. Mais je pense que les 2 c'est sont. pas grave, parce que tu nous as partagé tellement de choses que on a déjà 2 on s'en satisfera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était super intéressant. On va terminer comme ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions avant les pizzas? Les pizzas? Désolée d'avance pour la question. Gaïa, product designer chez Blanc. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui par rapport à la RGPD pour justement supprimer les vidéos à temps, supprimer, anonymiser, etc. ou pseudonymiser dans les règles de l'art? Alors, dans notre équipe à nous, on travaille avec l'environnement Google. On a tout sur Google. Et donc, on a un drive partagé commun à tout le groupe. Et en fait, on va faire des dossiers partagés sur le drive uniquement avec l'équipe projet concernée. Donc, on va partager le guide d'entretien, les noms des interviewés, donc avec ces équipes-là. Donc, seule cette équipe-là a accès à tout ce matériau. Ensuite, on est dans les fichiers de prise de notes. On va anonymiser les prises de notes. On va mettre des numéros, voilà, utilisateur numéro 1, utilisateur numéro 2, etc. Et dans les enregistrements, une fois qu'on a mis à disposition les enregistrements, si on n'a pas promis l'anonymat, évidemment, dans quel cas, là, on va dire à l'équipe projet, on a un souci d'anonymat, donc on ne pourra pas partager les enregistrements avec vous, mais juste la restitution synthétisée. Et dans quel cas, après, on va aller quand même détruire ces enregistrements et
les données en tout cas confidentielles, on va les détruire à la fin du projet. Par exemple, si au bout de 3 ans, vous gardez juste à la fin du projet, et puis après vous supprimez. Les enregistrements, on va dire oui. Après, on a le rapport anonymisé, donc ça on le conserve. On a les personnages, on a tout le matériel. Et c'est vrai qu'après tout ce qui est données confidentielles, on se doit de les détruire ou en tout cas de les rendre inaccessibles, juste accessibles à notre équipe à nous. On avait une question au fond. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour tous vos retours. Vous en avez parlé, mais je voulais revenir sur la question de la rétribution, notamment la différence avec le B2C. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Enfin, comment est-ce que vous justifiez, peut-être auprès de vos clients, la nécessité de nous accorder du temps? Vous l'avez dit, c'est un temps qui est précieux. Est-ce que vous avez déjà eu des remarques ou des attitudes de clients, en gros, en caricaturant, je paye pour un produit, c'est pas à moi de vous fournir la solution ou de vous aider à la construire? Et comment vous gérez du coup ce genre de clients, si jamais vous avez déjà eu affaire à ça? Alors nous, on ne rémunère pas, on donne pas d'incentive sur auprès de nos marchands en fait. Donc il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas d'incentive. Sur le côté B2B, Mano Mano Pro, donc pour le coup, eux, on leur donne un coupon de réduction pour les clients en tout cas. Quand on a les clients, ils ont un coupon de réduction à utiliser sur le site. Ils sont déjà clients Mano Mano Pro. Si c'est des prospects, c'est l'agence de recrutement qui s'occupe de les incentiver. Mais donc on n'a jamais, on n'a jamais eu de retour négatif par rapport à ça. Je pense que je peux peut-être partager. En fait, par rapport, c'est vrai, chez nous, en fait, on incentivait un peu comme Tiffany fait en fait, chez Mano Mano. Après, si nous, devons solliciter des utilisateurs sans leur proposer une incentive, dans ces cas-là, on va plutôt en fait, on s'appuie sur le contact, par exemple, d'un chef de projet qui est déjà en contact avec les clients de cette solution en particulier. Il sait déjà, il a déjà une liste en tête qui est plus partant pour ce genre d'exercice. Donc en fait, c'est pour ça, pour rebondir sur ce que j'avais dit, en fait, c'est vraiment s'appuyer en fait sur ces équipes qui est proche du terrain et de travailler avec eux pour trouver des bons participants qui ont une bonne attitude et aussi qui a une bonne volonté de nous aider pour notre étude. Oui. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. J'avais une question. On a beaucoup parlé research quanti. Payou, tu as évoqué un peu la research quali. Est-ce que vous en faites aussi chez Air Liquide et chez Mano Mano? Et si oui, comment elle s'organise? Et puis peut-être un petit bonus sur Payou sur quelle est la plus-value de travailler avec des équipes web analytics. Apparemment, tu avais il y a vraiment quelque chose qui change autour de ça. Est-ce que tu peux juste nous en dire un petit mot? Merci. Alors nous, on fait beaucoup de quali. On fait les deux, mais on fait beaucoup de research qualitative. Donc, quand j'ai donné mes exemples, c'était vrai pour la research qualitative. Quand on fait du quanti, on fait souvent du petit quanti. Donc après, pour le B2B, en fait, c'est des toutes petites populations. Le problème qu'on a sur le quanti, on aimerait bien en faire un peu plus, en fait, parce qu'on fait surtout du quali. C'est qu'on est sur des tellement petites populations, si on n'a pas des bons taux de retour, à la fin, c'est même plus du quanti, quoi. Donc c'est plus ça notre problématique, mais côté marchand et côté B2B, c'est vrai que là comme on a en plus cette équipe market research qui fait beaucoup de quanti, on a plutôt tendance à faire plus de quali ou des petits quanti. Nous, c'est pareil, on est beaucoup plus spécialisé quali dans nos équipes, même en termes d'expertise. Le quanti, nous arrive d'en faire, mais comme disait Tiffany, assez léger. Ça va être des 4-5 questions dans un Google Form. Dès lors que ça devient un peu plus complexe, on va souvent faire appel à des agences externes. Sinon, il nous arrive aussi d'utiliser, alors pas de faire un quanti, mais d'utiliser des Google Forms pour recruter. On va aller screener certains profils quand on a des fois du mal à identifier les profils qu'on veut. On va aller lancer un Google Form de façon assez vaste
Et on va aller donc poser quelques questions qui vont nous permettre de screener les profils. Et à la fin, on peut leur demander, on aimerait bien en savoir un peu plus. Est-ce que vous êtes intéressés pour participer à un entretien ou un focus group? Voilà. Sinon, on fait pas des gros quantis. Et chez nous, en fait, quand j'ai parlé des analyses quantitatives menées par l'équipe Web Analytics, donc c'est plutôt des analyses sur les données comportementales, par exemple de Google Analytics, Transcript et Hotjar. Après, nous, en ce qui concerne notre équipe UX Researcher, ça nous arrive à faire des Web Intercept Survey. Donc, ça peut être des surveys quantitatifs. Merci. On a encore une question. Oui, merci à toutes les trois. Moi, j'avais une question concernant l'accompagnement des équipes pour mener eux-mêmes la recherche. C'est à quel moment que vous dites qu'ils peuvent le faire tout seuls, en fait, que le researcher ne soit plus là pour les accompagner en permanence, pour avoir une bonne qualité, autant en termes d'animation, mais aussi que de prise de notes et d'analyse. À partir de quel moment? Comment vous évaluez, quoi, qu'ils sont prêts? Alors, franchement, ça dépend beaucoup du niveau de maturité des équipes. Alors après, quand on les... en fait, on se connaît, et donc on connaît en fait du coup les niveaux d'autonomie en fait des différentes équipes. Donc nous researchers, du coup, on va s'adapter par rapport à ça. Souvent, les équipes, elles préfèrent qu'il y ait un researcher. C'est plus, on va plus devoir expliquer, là, désolé, mais en fait, il y a un besoin qui est plus important, mais ça se fait. Il y a des choix qui se font post-pays planning, quand on a une visibilité sur les gros sujets à venir, etc., on le sait. Et puis après, quand il y a vraiment des embouteillages parce qu'il y a trop de demandes, c'est là où on arbitre par rapport aux demandes qu'on a, et c'est souvent par rapport au niveau, le sujet. On va plutôt être sur les sujets plus stratégiques, et niveau de maturité des équipes, parfois on est sur des sujets pas très stratégiques, mais comme on est une équipe qui est absolument pas mature, on peut pas les laisser seuls. Ils vont pas y arriver. Donc en fait, on est quand même là, alors qu'on sait que c'est pas le sujet le plus stratégique. Ça arrive aussi, mais en fait, on est obligé faut bien les former pour que demain, ils soient autonomes. Donc en fait, c'est toujours après un jeu de jonglage selon les arbitrages à faire entre, sujet strat plus opérationnel et équipe plus ou moins autonome. Merci. Ouais. Bonsoir. Tiffany, j'avais une question. Tu as parlé de centre de connaissances. Est-ce que ça se rapproche d'une démarche d'Atomic Research ou c'est pas le cas et c'est une autre philosophie? On n'a pas, non, on n'est pas sur de l'Atomic Research. Là, c'était vraiment l'idée de plus d'avoir un espace où on centralise. En fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'un PM ou un designer qui travaille sur le B2B doit savoir? Donc, on est plus sur le premier socle niveau de connaissance. C'est quoi les key insights de base, les informations clés, en fait, que toute personne qui travaille sur le B2B devrait savoir. On est plus là-dessus. Et donc, c'est vraiment un travail de synthèse et d'identification des insights clés, plus que vraiment Atomic Research, qui est plus une méthode plus sophistiquée, d'analyse et de repository. Donc là, on est vraiment dans l'idée de, d'abord, tout le monde, on est tous clairs là-dessus, et puis ensuite, le type de connaissances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux qui ont de poser des questions, vous inquiétez pas. On va tous migrer à côté. Donc, merci beaucoup. Merci.